le problème de la paix que cherche Israël, ce n'est pas un accord de non-agression comme il a été signé avec l'Égypte ou la Jordanie. C'est un accord de paix entre le peuple israélien et les peuples arabes de la région. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous nous penchons aujourd'hui sur les innovations israéliennes dans le domaine des ressources en eau et de la lutte contre la désertification et sur ce qu'elles pourraient générer dans l'établissement d'une paix avec ses voisins arabes. Alors pour débattre de ce sujet en ligne avec nous, Ezra Banoun depuis la charmante localité de Shoham au centre d'Israël. Ezra, bonjour et shalom. Shalom. Vous êtes ingénieur consultant, diplômé de l'école des mines à Paris. Vous êtes aussi expert en sciences de l'environnement et en gouvernance des ressources naturelles, mais aussi statisticien et économiste. Et voilà des années que vous vous intéressez à la question de l'eau au plan national israélien, au plan régional. À ce titre, vous avez été, il faut le rappeler, directeur général de la société Kol Binyan Tarmak, qui est devenu en 1998 le premier constructeur et exploitant d'usines de traitement d'eau usée en Israël. Vous êtes encore formateur d'ingénieurs diplômés du Technion de Haïfa, maître de conférences, entre autres à l'Institut international de Galilée, universitaire international de Galilée, dans les domaines de la gouvernance optimale des ressources en eau et de la lutte contre la désertification. Alors, Ezra, on avait longtemps parlé, notamment jusqu'à la fin des années 90, d'une guerre de l'eau qui existait depuis longtemps, depuis le milieu des années 50 au Moyen-Orient, entre Israël et ses voisins. Or, vous estimez quant à vous, vous allez nous l'expliquer, que les innovations israéliennes intervenues depuis dans le domaine des ressources en eau ont changé complètement la donne et pourraient au contraire amener une paix durable, enfin potentiellement, dans la région. Alors expliquez-nous comment, si on peut aborder des notions assez complexes de manière concise. Alors, la guerre de l'eau est un concept qui se réfère à la période de 20 ans, entre 48 et 68, lorsque les organisations hostiles à la création d'Israël ont pensé qu'il était possible de le détruire militairement et économiquement. Et il y a eu une coalition très importante entre Nasser, entre Assad en Syrie, entre Hussein de Jordanie et avec Yasser Arafat pour essayer de détruire en Israël durant cette période. Et ils ont organisé avant 68, une situation dans laquelle Assad a détourné les affluents du Jourdain, Nasser a bloqué le détroit du Tyran pour bloquer les navires qui venaient vers Israël de l'Asie, et troisièmement, ils ont allié les troupes contre Israël. Ça a été la guerre de 6 jours, et tout s'est arrêté, c'est-à-dire que depuis cette date, il n'y a plus eu d'essai de la part de la Syrie de bloquer les affluents du Jourdain et de la part de l'Égypte de bloquer l'entrée des bateaux israéliens dans la mer Rouge. Voilà, donc la guerre de l'eau est quelque chose qui a disparu. Par contre, ce qui s'est avéré tout à fait différent, c'est que des pays comme la Syrie et l'Irak ou l'Égypte qui étaient riches en eau, après le changement climatique, se sont retrouvés des pays extrêmement pauvres en eau. La Jordanie était dans la situation la plus mauvaise et Israël, par contre, était le seul pays qui était riche en eau de la région. Alors, si vous permettez, on va justement maintenant rentrer dans le vif du sujet. Finalement, c'est ce drastique changement climatique et pluviométrique qui est intervenu en 98 notamment, qui aurait suscité, grâce entre autres à certaines décisions qu'avait prises en son temps le Premier ministre Ariel Sharon et aussi à la politique, de manière plus générale, à la politique très volontariste d'Israël dans ce domaine, qui a suscité le lancement d'un vaste programme national de construction d'usines israéliennes de dessalement de l'eau de mer, un procédé qui assure désormais non seulement l'autosuffisance d'Israël pour sa consommation d'eau et dans ses ressources en eau, mais aussi qui fait d'Israël un exportateur potentiel
différentiel d'eau, ce qui est un renversement de situation spectaculaire. Oui, bien sûr. Ce qui s'est produit, c'est que d'un côté, un pays comme la Syrie, qui était riche en eau, s'est retrouvé extrêmement pauvre en eau par suite des barrages construits par la Turquie et l'Iran. Et un pays comme l'Égypte, qui était riche en eau, s'est trouvé avec un problème lié au barrage d'Éthiopie. Et un pays comme l'Irak, qui était riche en eau, s'est trouvé lui aussi très très pauvre en eau suite au barrage de la Turquie et de l'Iran. Ces pays pauvres en eau n'ont pas su gérer leur situation et il y a eu au niveau de la Syrie une guerre civile terrible, 500 000 morts, des millions de réfugiés, et au niveau de l'Irak, il y a une situation de forte tension par suite du fait qu'aujourd'hui, le Tigre et l'Euphrate n'ont pas d'eau, quasiment pas. Par contre, le seul pays qui s'est trouvé vraiment dans une situation extrêmement impossible, c'est la Jordanie. Alors, la Jordanie, elle avait une situation de pays très pauvre en eau, mais avec le changement climatique, elle a eu, elle aussi, à peu près 30% de moins de précipitations, mais en plus, elle a reçu 2 millions de réfugiés pour partie de l'Irak, pour partie de la Syrie. Ce qui fait que sa consommation d'eau pour survivre s'est retrouvée très loin de ses capacités. Et donc, la Jordanie a essayé de chercher des solutions. Alors dites-moi, j'affine un petit peu ma question, le tournant de la fin des années 90 et début des années 2000 avec la construction de centrales de dessalement d'eau de mer a été entre autres rendu possible non seulement parce que, d'après ce que j'ai compris, les procédés étaient... il y a eu une avancée dans les procédés techniques du dessalement, mais aussi parce que le coût qui était très élevé s'est petit à petit, et d'ailleurs depuis 2000, a baissé et est devenu maintenant beaucoup plus abordable. Donc il y a eu à la fois des avancées technologiques et puis des moyens financiers moins onéreux pour fabriquer une centrale de dessalement. Est-ce que c'est ça les deux boosters qui ont fait que on a pu construire des centrales en Israël et en proposer notamment aux Jordaniens? Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une entente entre les deux grands fournisseurs de membranes indispensables pour faire l'osmose inverse du dessalement, les Japonais et les Américains. Et ce qu'a fait Sharon, c'est qu'il a mis en cause cet accord, a fait des concours gigantesques qui n'existaient pas sur le marché et a dit que les entreprises qui seraient capables de tenir le prix recherché qui était de 50 centimes de dollars par mètre cube, eh bien, auraient un marché gigantesque puisqu'elles auraient non pas une seule usine gigantesque, mais 6 usines. Et en fait, il est arrivé à obtenir, grâce à un concours international extrêmement puissant, dans lequel aussi le monopole de fait qu'avait Vivendi à l'époque était cassé, eh bien, il est arrivé à obtenir 48 cents le mètre cube, c'est-à-dire moins que le coût de transport de l'eau du lac de Kinneret à tout le pays. Et à partir de là, il s'est produit une situation dans laquelle on pouvait produire de l'eau moins cher qu'avant. Et donc chercher à faire toutes sortes de choses qu'on ne faisait pas avant. Une révolution dans le domaine de l'eau, une véritable révolution. Alors aujourd'hui, vous le signaliez déjà, c'est surtout avec la Jordanie, mais aussi avec l'autorité palestinienne qu'Israël coopère activement, en fait depuis les accords d'Oslo de 93 et leur développement dans le domaine des ressources en eau. Alors ça signifie quoi sur le terrain, cette coopération entre Israël et la Jordanie d'une part, et aussi Israël et l'autorité palestinienne d'autre part? Alors, c'est deux coopérations de type tout à fait différent. Il ne faut pas les confondre parce que dans le cas de la Jordanie, c'est une coopération
sincère et qui va suivant les accords signés, alors que ce n'est pas du tout le cas pour l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne reçoit, suivant les accords d'Oslo, plus d'eau qu'elle n'a besoin. Plus d'eau qu'elle n'a besoin. C'est-à-dire qu'en fait, nous fournissons de l'eau et ce qui se produit, c'est qu'une partie de l'eau, elle n'utilise pas. Pourtant, elle va diffuser au travers de ces organismes, en particulier le BDS, toutes sortes de fausses affirmations que nous lui volons de vol, que nous lui volons de l'eau qui lui appartient, que nous ne lui fournissons pas toute l'eau qui convient, etc. Et il y a eu d'ailleurs à ce sujet quelque chose qui concerne la France, tellement elle a crié fort qu'une délégation française de députés est venue en Israël et a regardé ce qui se passait. Nous lui avons fourni tous les éléments qui montraient que c'était faux. Tous les représentants de tous les partis politiques français sont sortis de l'accord avec l'organisation palestinienne, mais par contre, le Parti socialiste a repris ces calomnies et les a malheureusement diffusées dans le monde entier. Donc ça n'a rien à voir avec la Jordanie. La Jordanie, le problème est différent. La Jordanie a eu un problème extrêmement grave quand la Syrie a détourné les eaux d'un affluent qui s'appelle le Yarmouk. Et à ce moment-là, elle était vraiment prise à la gorge. C'est Rabin l'a proposé 50 millions de mètres cubes d'eau par an et elle a fait la paix avec Israël. Mais depuis, avec ce qui s'est passé au niveau du changement climatique et des réfugiés, elle a eu d'autres problèmes et a demandé de nouveau à Israël de lui fournir de l'eau. Cette fois-ci, Israël a dit d'accord, mais ça ne sera pas de l'eau gratuite, ça sera de l'eau que vous devrez payer au prix de revient. Et ils ont eu encore 50 millions. Mais ça n'a pas suffi. Et c'est là qu'a commencé le miracle de l'accord d'Abraham. Parce que, à ce moment, Israël, en accord avec les Émirats arabes unis, a proposé un accord à trois, dans lequel, d'un côté, les Émirats arabes unis reçoivent une commande de la part de la Jordanie pour produire 200 millions de mètres cubes d'eau par an, d'eau douce, et en échange, la Jordanie est d'accord pour laisser les Émirats arabes unis installer des installations solaires gigantesques qui fourniront 600 000 kilowatts par an de courant électrique. Alors, l'accord est un accord qui passe par les Émirats arabes unis pour éviter que en Jordanie, on comprenne qu'en fait c'est un accord entre Israël et la Jordanie. Et cet accord est important parce qu'il sauve la Jordanie d'une situation impossible où elle n'a pas d'eau pour fournir à sa population. L'accord a été signé et dès l'année prochaine, nous allons faire, en liaison avec les Émirats arabes unis, tous les essais nécessaires pour pouvoir le réaliser. Alors, en l'occurrence, le moyen, juste une précision, le moyen de cet accord, ce sont des centrales de dessalement d'eau. Quand on parlait de cette quantité impressionnante de 200 millions de mètres cubes, etc., c'est par des centrales qui vont être construites en Jordanie ? Non, elles vont être construites en Israël, en fait. D'accord. Les centrales vont être construites en Israël et elles vont envoyer de l'eau en Jordanie, mais tout va se passer comme si ce sont les Émirats arabes unis qui fournissent de l'eau à la Jordanie. Alors justement, vous avez fait une mention, c'est tout à fait intéressant, du potentiel déjà en acte des accords d'Abraham qui entraînent des synergies dans le domaine de l'eau. Vous en avez donné l'exemple le plus probant. Alors plus généralement, il existerait, selon vous, 4 preuves que la paix est tout à fait possible entre Israël et les pays arabes de la région. Alors, pouvez-vous nous résumer quelles sont justement ces preuves ? Entre autres, je crois que c'est les accords d'Abraham, mais expliquez aux auditeurs pourquoi aujourd'hui il y aurait une dynamique de paix qui pourrait être entraînée par ce style de coopération.
le problème de la paix que cherche Israël, ce n'est pas un accord de non-agression comme il a été signé avec l'Égypte ou la Jordanie. C'est un accord de paix entre le peuple israélien et les peuples arabes de la région. C'est un accord de paix dans lequel il y a des échanges à tous les niveaux, y compris sur le plan économique, mais y compris sur le plan culturel, y compris sur le plan, par exemple, sanitaire, etc. Et ce qui s'est passé, les 4 points sont ceux-là. Le premier, c'est que l'accord d'Abraham, le tout premier, a été fait avec les Émirats arabes unis. Et cet accord est un accord de paix complet, c'est-à-dire de paix entre les populations. Il y a un accord sur le plan, par exemple, ils se sont intéressés au problème de la Shoah, ils ont fait un musée concernant notre culture là-bas, et il y a des accords au niveau de l'université, au niveau des cours, au niveau de la recherche, et au niveau justement de ce genre de projet comme celui dont je vous ai parlé. Maintenant, ce qui s'est passé ensuite, le deuxième point, c'est qu'il y a eu un second. En fait, l'accord d'Abraham a été repris par d'autres pays. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement l'accord d'Abraham qui a été signé par le Bahreïn, mais c'est l'accord d'Abraham signé par le Maroc. Parce que le Maroc a fait un accord du même type que celui qu'a fait les Émirats arabes unis. Imaginez-vous que, par exemple, aujourd'hui, pour la première fois, la production d'avocats destinés à l'Europe ne sera pas simplement cultivée en Israël, mais elle sera cultivée au Maroc et ensemble, ils vont l'exporter en Europe. C'est-à-dire que le Maroc est actuellement, par la même façon, comme les Émirats arabes unis, à multiplier des accords au niveau des élèves, de l'art, etc. Et c'est un pôle dans lequel il y a une véritable, disons, paix entre les peuples. Oui. Troisième point qui est très intéressant, c'est que nous avons en Israël, au niveau des élus locaux arabes, une mainmise, jusqu'à aujourd'hui, nous avions une mainmise des organisations hostiles au pays. C'est-à-dire que les élus devaient suivre une politique qui refuse toute collaboration avec Israël. Ceci a entraîné que les élus municipaux ont fait vraiment quelque chose d'horrible. Ils ont, pour pouvoir suivre cette politique, laissé la pègre arabe israélienne devenir le point fort des zones municipales arabes. Cette pègre s'est mise à faire ce qu'on appelle la protection, c'est-à-dire qu'elle a obligé les citoyens arabes des municipalités à leur donner de l'argent. Et ceux qui ne voulaient pas étaient assassinés. Et le nombre d'assassinats est passé à monter régulièrement. Il est arrivé en 2021 à plus de 100 personnes. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'absolument étendu, quelque chose de très important. Les populations arabes de ces municipalités ont été en colère, ont demandé à leurs élus de changer complètement de politique, ont demandé à leurs élus de demander à l'intervention des forces de police israéliennes, mais pas seulement des forces de police, des forces de renseignement, toutes les forces qui étaient interdites suite à la demande des organisations hostiles à Israël de pouvoir introduire, et le but étant de pouvoir arrêter la pègre. Déjà, aujourd'hui, on commence à contrôler les importations d'armes qui étaient courantes, et déjà aujourd'hui, il y a une situation dans laquelle il y a une collaboration extrêmement intéressante entre les populations de ces municipalités et les populations israéliennes. C'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est qu'il y avait, suite à la politique du gouvernement israélien depuis sa création,
une situation dans laquelle Israël refusait de concéder à des organisations qui n'étaient pas juives des propriétés foncières. Et dans le Negev, il y a une population extrêmement dynamique. On les appelle les Bédouins de façon appropriée, parce que ce sont des gens sédentaires, cultivateurs, qui veulent développer le pays dans lequel ils sont. Et cette population, on lui a refusé pendant toute une longue période la possibilité d'avoir la propriété des terres qu'elle cultivait. Elle a créé des villes et ces villes n'étaient pas reliées au courant électrique, aux problèmes, à tous les services. Le gouvernement actuel a fait un accord avec le parti Raham, qui est un parti arabe, et ce parti, qui a eu 40% des voix des Arabes en Israël, a fait un accord pour pouvoir relier ces villes à l'électricité et permettre aux Bédouins de pouvoir développer le Negev dans des conditions qui soient favorables au pays. Eh bien, c'est un quatrième point parce que c'est un point qui va permettre un développement nouveau du Negev et une véritable paix avec des populations qui étaient en permanence sous tension avec la population israélienne. Eh bien, écoutez, merci sur cette note optimiste qui fait débat actuellement en Israël et dans les milieux politiques, les milieux médiatiques. On va devoir mettre un terme peut-être provisoire à ce débat. Je vous remercie, Ezra, d'avoir consacré du temps aux auditeurs de Studio Kalita. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et à bientôt, à la semaine prochaine.